Sonia. Le Sénat a rendu public une étude sur les moteurs diesel truqués après le scandale Volkswagen. Quelles sont les préconisations des sénateurs? Le détail avec Mounir Soussi. Regagner la confiance en misant sur la transparence. Pour lever la méfiance vis-à-vis du diesel, la Commission du développement durable du Sénat recommande aux constructeurs de faire ce pari. Elle plaide pour une approche globale de la pollution de l'air sans se focaliser sur un type de motorisation. Finalement, les diesels, en tout cas les diesels récents, les diesels Euro 6, je ne parle pas des diesels anciens qui étaient très polluants, les diesels actuels, les motorisations récentes, ne sont pas a priori plus polluantes que les moteurs essence qui eux aussi ont des impacts négatifs en termes d'environnement et de santé publique. Le coût de la pollution de l'air a été estimé à 100 milliards d'euros par une commission d'enquête sénatoriale. Pour réduire les émissions de particules, les sénateurs proposent de développer les voitures propres et de favoriser le renouvellement du parc automobile existant en sortant progressivement de la circulation les véhicules diesel anciens. Les solutions qui me paraissent les plus efficaces, c'est la solution que nous connaissions d'ailleurs, qui remonte à quelques années, c'est celle du bonus-malus, qui permet justement de diminuer le nombre de véhicules. Concrètement, ça veut dire que vous allez diminuer le nombre de véhicules polluants et vous les remplacez par des véhicules aux dernières normes possibles. Cette solution a un coût pour les finances publiques. Lancée en 2008 et interrompue 2 ans plus tard, la prime à la casse a coûté 1 milliard d'euros à l'État. La mairie de Paris a trouvé un autre moyen pour inciter les propriétaires à laisser au garage leurs voitures immatriculées avant 1997. À partir du 1er juillet, leur circulation sera interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Fabienne Keller, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. J'accueille également Chantal Joanneau. Bonjour. Sénatrice UDUC de Paris. Merci d'être avec nous. Face à vous, Laurent Equet. Bonjour. Vous êtes fondateur du think tank Automobilité et Avenir. Merci beaucoup d'être ici. Et Yves Contasso, conseiller Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci à tous les quatre. On a entendu plusieurs choses dans ce reportage et ça a fait déjà un petit peu réagir peut-être Fabienne Keller sur ces préconisations du Sénat. On voit qu'il y a toujours la question de la pertinence du diesel qui est posée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la technologie diesel garde cette pertinence? Il est clair que les moteurs diesel récents sont moins pires que les anciens. Mais il n'en reste pas moins que la question des particules fines, qui sont une des caractéristiques des émissions du diesel, est un enjeu de santé majeur. On le voit bien sur le visuel. On a au Sénat, sous l'impulsion de Laila Haïchi et Jean-François Husson, produit un rapport qui démontre l'impact considérable en termes de vie humaine et en impact économique. Donc je crois il ne faut pas rechercher le véhicule propre qui n'aurait pas de conséquences. Il faut réfléchir à comment limiter l'impact de nos transports utilisés sur la dégradation de la qualité de l'air et de l'environnement. Oui, Laurent Equet, d'ailleurs, est-ce qu'il existe ce véhicule propre ? Il n'existe pas, je pense que tout le monde le recherche. Je pense que l'usager, le premier, est preneur d'un véhicule plus propre, plus économe, moins énergivore, c'est évident. Par contre, aujourd'hui, on peut dire que les constructeurs font des efforts pour amener leurs véhicules, neufs en tout cas, à ce qu'ils soient les moins polluants possibles. Maintenant, faire haro sur le diesel ne me paraît pas non plus une solution parce que c'est certainement une technologie qui s'est trop développée dans notre parc. Il faut rééquilibrer effectivement le parc aujourd'hui, mais ça correspond bien à un véhicule adapté à certains ménages. Et par rapport à ça, si ces ménages s'équipent d'un diesel, ils doivent aussi pouvoir circuler à la fois en ville et à Paris. Mais pour autant, lorsqu'on est en ville et lorsqu'on a peu de kilomètres, il faut trouver le bon type de véhicule, la bonne motorisation. Et là, il y a certainement une pédagogie à faire. Mais puisque je suis avec des politiques, je dirais que si on a dieselisé un parc, c'est en partie à cause des mesures fiscales qui sont des mesures politiques. Donc attention à ne pas culpabiliser un usager et un citoyen qui a profité des aubaines qui lui étaient données. Chantal Joanneau, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des failles dans la réglementation européenne? Laurent Equet disait que les constructeurs font des efforts. Est-ce qu'on est à l'abri d'un nouveau scandale Volkswagen? Bon, alors ce que dit le rapport, c'est surtout pour les véhicules particuliers, parce qu'il faut distinguer le véhicule particulier des autobus et des poids lourds pour lesquels la norme Euro 6 est différente. Ce qu'ils disent, c'est que la norme Euro 6, ça traite la question des particules, mais reste la question des NOx, qui est aujourd'hui un vrai sujet de santé publique, que dans les véhicules qui ont été contrôlés. Ce que dit le rapport, grosso modo, c'est qu'il y a bien des normes, mais entre le test d'homologation et les conditions réelles de circulation, il y a un rapport de
1 à 5 grosso modo, que sur 23 véhicules contrôlés, il y en avait plus de 11 de mémoire qui dépassaient justement de 5 fois la norme qui était fixée. Donc le débat aujourd'hui, c'est qu'on voit que par rapport à la norme Euro 6, les véhicules qui sont en circulation sur la partie NOx, je dis bien la partie NOx, ne répondent pas aux objectifs de la norme. Donc ce que dit l'Europe et ce qui fait débat, c'est vous avez un certain temps pour vous mettre en adéquation avec la norme et on acceptera des dépassements, alors c'est les fameux 110% ou les 50% à un certain horizon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, le vrai débat en tant que politique, honnêtement, c'est pas de se prononcer sur telle ou telle technologie. On n'est pas des scientifiques, on n'est pas des spécialistes. C'est de savoir sur le plan politique quels sont les systèmes les plus dépollués et les plus efficients sur le plan énergétique, parce que c'est les deux qu'il faut aujourd'hui mener de front, que nous devons aider. Alors c'est vrai que le système fiscal aujourd'hui comporte un biais énorme, puisque il y a un biais fiscal en faveur de l'énergie diesel. Et qui, alors ça fait, ça fait quand même depuis 2011 que je dépose des amendements pour aboutir à une neutralité sur une certaine durée, entre 5 et 10 ans, qui ne sont jamais votés. Ouais. Et Yves Contasson, on parlait des constructeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'ils travaillent dans la transparence en ce qui concerne justement la pollution des moteurs? Transparence, on voit bien que non. Tous les contrôles ont montré, que ce soit le Dieselgate allemand ou même français, qu'on est très loin entre ce qui est annoncé et puis la réalité de ce qui est mesuré lorsque les véhicules sont en situation normale de circulation. Donc on en est très très loin. Mais comme ça a été dit, c'est un choix politique qui a été fait. Un choix politique de privilégier des constructeurs français avec une technologie particulière, alors que le monde entier était en train de travailler sur d'autres technologies. Et du coup, on a fragilisé notre propre industrie automobile. Au lieu de faire de la recherche sur l'hydrogène, au lieu de faire de la recherche sur des véhicules qui pèseraient 400 ou 500 kilos en ville, le moindre véhicule qui circule en ville aujourd'hui pèse près d'une tonne. Donc vous imaginez le besoin d'énergie qu'il faut, alors que souvent il y a une seule personne à l'intérieur qui pèse maximum 80-90 kilos. Donc on est dans une irrationalité totale au lieu de faire de la recherche intelligente et évidemment d'éviter que des gens se précipitent sur un véhicule qui d'ailleurs, 9 fois sur 10, ne correspond même pas réellement à leurs besoins parce que la plupart ne bénéficient pas réellement de l'avantage fiscal vu le nombre de kilomètres parcourus. Donc il y a une espèce là de remise à plat indispensable si on veut éviter de culpabiliser évidemment, mais qu'en même temps on veut avancer réellement pour changer la situation. Ouais. Fabienne Keller, c'est vrai qu'on a vu le vote du Sénat par cet ultime vote. Eh bien, le Parlement a ratifié définitivement l'accord de Paris sur la COP21 cet après-midi. Donc ce débat a un écho tout particulier. Les sénateurs préconisent d'ailleurs d'avoir une approche globale d'une économie décarbonée. Oui, et la difficulté par rapport à l'accord dont on se réjouit tous, il a été largement adopté, un accord multilatéral, un succès de la diplomatie française. Nous avons partagé ce débat avec Chantal Joanneau tout à l'heure, mais maintenant il faut le décliner en action et un plan d'action collectif pour que chacun ait le sentiment que l'effort qu'il fait contribue à une amélioration collective des émissions de gaz à effet de serre. C'est un sujet, le sujet du réchauffement climatique et de la qualité de l'air qui est un sujet en partie commun mais disjoint aussi s'agissant de certains polluants spécifiques. Et c'est là que la question des normes est assez grave, parce que les consommateurs, les utilisateurs, ils ne savent plus sur quoi s'appuyer. La norme européenne s'appuie sur des essais, c'est ce qu'on a compris grâce au Dieselgate, qui ne correspondent à rien en termes d'utilisation normale du véhicule. Ça va changer, mais c'est bien tard. C'est l'effet de la technocratie européenne, la comitologie, qui a laissé place, non pas aux usagers, mais aux industriels qui ont défini une norme entre eux. On ne peut pas le leur reprocher, mais une norme usagée va enfin sortir. Et puis il y a l'autre aspect, qui est la triche. C'est un constructeur qui met en place un système qui est fait exprès pour contourner. Mais il faut qu'on soit clair avec les usagers, et ça me semble important sur le diesel, c'est quand même une forme de combustion qui est productrice de pas mal de polluants, et notamment les poussières, qui aujourd'hui sont absolument prioritaires pour la santé, pour les problèmes pulmonaires, mais aussi pour les problèmes cardiaques. Il y a eu un ensemble d'études épidémiologiques, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes qui ont été suivies, qui démontrent cet impact.
c'est pas seulement les transports, c'est aussi le chauffage et d'autres activités humaines. Mais il faut que chacun contribue à cette amélioration. Donc le diesel reste un point de vigilance et il faut construire avec les constructeurs automobiles un chemin pour arriver à une parité avec d'autres sources d'énergie, de manière à ce qu'on puisse optimiser leur impact sur l'environnement. Laurent Equier, pardon. Oui, je profite pour poser des questions parce que j'aurais plaisir à être dans les hémicycles pour débattre parce que le citoyen que je suis et qu'on peut représenter se pose des questions. Le paradoxe, vous l'avez souligné, c'est la COP21. La COP21 n'a parlé que du réchauffement climatique. Il n'a jamais parlé des émissions polluantes. C'est un autre sujet. Pour autant, si j'étais provocateur, je voudrais dire que si on voulait respecter les engagements de la COP21, il faudrait fabriquer que des véhicules diesel qui consomment 20 à 25% de moins. Moins de CO2, moins de réchauffement climatique. Et je dirais que pour défendre les constructeurs, mais en simple questionnement de citoyens, et là je pense de ne pas mettre à mal notre industrie automobile et donc notre économie, je me dis que ces constructeurs ont un fameux CAF, alors c'est le Corporate Average Fuel Economy, ça veut dire qu'ils ont une obligation fixée par la Commission européenne de mesurer la moyenne des émissions des véhicules qu'ils produisent, et on sait qu'en 2020, ce CAF sera 95 grammes de CO2 par kilomètre, et qu'en 2030, il devrait être aux alentours de 75 grammes. Donc des contraintes toujours plus fortes. Aujourd'hui, ils ne savent pas faire s'ils n'introduisent pas dans leur stratégie les véhicules diesel. Bon. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut promouvoir le diesel, mais aujourd'hui, il y a eu des efforts considérables sur les technologies qui sont mises en place. Il faut accepter, je sais que c'est un discours assez dur à faire passer au niveau politique et médiatique, mais il faut que les politiques acceptent de prendre en compte cette vision des choses et d'accompagner effectivement aussi l'économie, parce que le citoyen il consomme, mais le citoyen a besoin aussi d'une économie qui soit stable. Laurent Equier fait volontairement de la provocation, il l'a précisé. Je pose des questions. Oui, sur ce plateau. Bien sûr, dire qu'en dehors du diesel, on ne sait pas faire des véhicules qui émettent moins de 95 grammes, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a. Et donc, c'est pas la seule solution. C'est une vision, encore une fois, très passéiste et qui évite d'avoir une approche globale. En disant, il y a d'un côté le réchauffement climatique, de l'autre côté la pollution atmosphérique, et donc on essaye de hiérarchiser en disant la priorité c'est le climat, donc tant pis pour la pollution. Non, il faut faire les deux. Et les deux peuvent aller de pair. Mais ça nécessite encore une fois d'accepter de remettre en cause un modèle ancien. Je note que par exemple Renault, il n'y a pas très longtemps, disait qu'ils allaient investir massivement sur l'électrique. Et puis, l'usine qui devait se construire, elle a disparu. Elle a disparu. Pourquoi ? L'imaginaire de consommation n'est pas présent encore. Mais c'est pas que c'est pas l'imaginaire, c'est les conditions économiques. Aujourd'hui, avoir une voiture électrique, c'est réservé à une petite élite qui peut se le permettre tellement ça coûte cher. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas les efforts qui sont faits, et y compris sur l'accompagnement, pour permettre à des gens d'avoir un raisonnement objectif. Je donne juste un exemple. La plupart des gens disent « j'ai pas les moyens de changer mon vieux véhicule ». Et quand on leur demande combien ça vous coûte, ils disent « oh, presque rien, mon véhicule, il est ancien, etc. » Moi, je prends des revues qui ne sont pas susceptibles d'être très écolos, comme l'Autojournal, etc. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est en moyenne 300 à 400 euros par mois pour la possession d'un véhicule. La plupart des gens ne font pas le calcul de se séparer de cette voiture et de passer à d'autres modes d'utilisation, de type autopartage, de type voiture en libre service, voire location. Donc on voit bien que, là encore, l'absence de rationalité économique, de discours pédagogique, fait que des gens restent dans des modèles anciens. Chantal Jouanneau, je sais que vous avez, Fabienne Keller, beaucoup travaillé sur cette question, notamment des véhicules écologiques. Alors peut-être avez-vous des éléments de réponse à ça ? Oui, je pense qu'il faut ouvrir le spectre. Il y a le véhicule individuel, avec la question de sa propulsion, quelle énergie, les véhicules hybrides. Je ne suis pas sûre que le véhicule électrique soit la perfection quand on fait l'ensemble de son éco-bilan. Par contre, il a des qualités en ville, c'est qu'il n'émet pas, il n'est pas bruyant. Donc voilà, un véhicule adapté à différentes circonstances. Mais il y a aussi d'autres modes de transport, les modes de transport collectifs, le vélo électrique, le bus, le tramway. Il y a aussi la question du chaînage de ces possibilités. La voiture individuelle, c'est un très bon outil de rabattement, par exemple vers un mode de transport plus lourd, comme le train. Donc il faut aider nos concitoyens à réfléchir pour essayer de minimiser leur impact environnemental, mais aussi le coût. Comme vous l'avez rappelé, être propriétaire d'un véhicule, c'est très coûteux, sauf que le coût est assumé en quasi-totalité le jour où on décide d'acheter une voiture. Donc après, on raisonne en marginal, on a une voiture, donc on s'en sert. Par contre, si on décide, comme je le fais moi-même, d'être à l'autopartage, on réfléchit 2 fois avant d'utiliser un véhicule, on regarde s'il n'y a pas d'autre solution, si on ne peut pas prendre le véhicule avec quelqu'un d'autre en covoiturage ou utiliser un mode de transport public. Donc il faut
élargir le spectre. Mais pour revenir à votre sujet, le diesel, c'est quand même un sujet de préoccupation pour la santé. Oui. Et la Justement. santé est d'ailleurs un levier aussi pour les négociations climatiques, puisque si les Chinois, par exemple, ont accepté de rentrer dans les négociations, c'est parce qu'au même moment, ils ont des problèmes de santé publique qui sont liés à la pollution de l'air. Donc ce sont deux sujets convergents. Ouais. Justement, Chantal Joanneau, après le scandale Volkswagen, on a beaucoup parlé finalement de la fin du diesel. Est-ce que cette technologie a encore un avenir selon vous? Mais le problème, c'est qu'on est toujours caricatural dans le débat. Ça, c'est quand même assez formidable, comme de dire qu'on passera forcément par le diesel pour respecter le 95, alors que voilà, il y a des techniques d'hybridation. Il y a plein de constructeurs qui passent pas du tout par du tout diesel. Le problème, c'est qu'en France, on a fait du tout diesel, quoi. On a fait quasiment 70% de ventes sur les derniers chiffres, qui étaient aux 67% du diesel. Donc on a créé un tel avantage fiscal qu'on fait du tout diesel. Le résultat, effectivement, c'est que dans la contribution à la pollution de l'air, là je regardais sur les chiffres Île-de-France, pour les particules, c'est un quart des émissions directes, essentiellement liées au diesel. Et pour les oxydes d'azote, c'est de plus de 50%. Les oxydes d'azote, c'est largement aussi grave que les particules. Hein. En plus, ça crée ensuite des particules en secondaire. Donc, c'est caricatural de dire qu'on était dans le quasiment tout diesel en disant c'est vraiment l'énergie formidable. Ça, c'est très français. Hein. Pour ensuite dire, maintenant, c'est plus du tout de diesel. Le diesel, par exemple, pour les bus en zone rurale ou en zone moins dense, c'est en Euro 6, c'est mieux que l'hybride, parce que les conditions de circulation font que c'est plus énergétiquement et sur le plan des pollutions, c'est plus pertinent. Aujourd'hui, sur demain de l'Euro 6, on verra, ou d'Euro 6B, parce que l'Euro 6 pour le véhicule particulier, en réalité, effectivement, c'est pas du tout ce qui était attendu. Mais demain, si on respecte vraiment les normes, ça sera potentiellement plus intéressant sur le plan de la pollution que de l'injection à essence, qui crée aussi des NOx. Donc voilà, le débat aujourd'hui, il doit être objectif. C'est pas un problème de technologie, c'est que nous, politiques, on veut des véhicules les plus dépollués possibles avec la meilleure efficacité énergétique. Ouais. Alors, juste un point, c'est qu'il suffirait déjà d'appliquer le code de la route en France. Ah, ça c'est sûr. Vous savez que toutes ça, les vous prêchez une entreprises, convaincue. toute l'administration, toutes les collectivités locales sont tenues, quand elles renouvellent leur parc de véhicules, de faire au minimum à chaque fois 20% de véhicules propres, dits propres. Oui, mais dits propres. Et sauf qu'à chaque fois que vous posez la question aux collectivités locales, sauf à Paris, mais la plupart, les administrations d'État, la préfecture de police, chargée de faire appliquer le code de la route, refuse de mettre ce contingent de 20% de véhicules propres dans leurs appels d'offres. Donc tant qu'on n'aura pas cet effet de levier sur le marché, évidemment... C'est le code des appels d'offres, ça. Comment ? C'est plutôt le code des appels d'offres. Non, c'est pas le code des appels d'offres. Le code de la route l'impose. Et donc, normalement, une entreprise, une administration doit obligatoirement dire il y a 20% de véhicules propres dans mon contingent à chaque appel d'offres. Eh bien, il ne l'applique pas. Et quand je pose la question au préfet de police, sa réponse c'est ah ben oui, mais mes véhicules, ils roulent beaucoup. Enfin, franchement, les élus c'est doivent pas être exemplaires. une raison. Le mot de la fin pour vous, Laurent Equet? Écoutez, oui, j'ai entendu avec intérêt. Je demande à être convaincu et justement à être dans la réflexion. Je dirais simplement une chose. Les Français... Ça, c'est nous qui demandons à être convaincus pour l'instant. Non, mais moi, je suis qu'un modeste citoyen et un électeur. Allez-y. Je dirais simplement que les Français ne vivent pas tous en ville et la France ne se résume pas à Paris. Donc, je pense que je ne suis pas parisien et fier de ne pas l'être. Donc, je me dis effectivement attention, parce qu'il n'y a pas que les problématiques des ménages qui vivent dans les centres urbains. Et comme vous l'avez dit, Madame Joanneau, effectivement, pour les consommateurs que nous sommes, c'est difficile de comprendre ce qui hier était vertueux, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut faire de la pédagogie, de l'explication de texte. Il faut effectivement accepter un espèce de mix énergétique. Moi, la vision que j'en ai, c'est qu'on n'arrivera pas à éradiquer le diesel, c'est qu'il sera moindre, ça tout à fait, mais que les hybrides doivent encore faire des progrès, parce qu'un hybride essence, ça consomme beaucoup plus qu'un diesel et ça consomme du 10 litres, parce que quand on est sur la route, c'est pas en mode électrique, donc beaucoup de progrès à faire là-dessus, et on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une vision positive et pas une vision négative, et surtout, ne pas culpabiliser ceux qui sont aujourd'hui propriétaires de ces véhicules et qu'il faut accompagner pour le futur. Le message est passé. C'est le but d'automobilité à venir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30, toujours en direct sur Public Sénat. Le rappel des titres. La majorité